Chapitre 12. Dans le chapitre précédent, Duncan a effectué sa deuxième stimulation du cerveau. Il a tellement tourné la manivelle que la machine a craqué. Il s'est évanoui. Il a rêvé de Peter Thompson qui se change en extraterrestre. Et puis quand il s'est réveillé, il était 2 heures du matin, donc il était temps de rentrer chez lui. Il a rangé la limace dans sa boîte, dans le frigo. Il est sorti du collège. Il est maintenant capable de faire des allusions à des livres qu'il n'a jamais lus. Il trouve des mots dont il n'a jamais eu la connaissance. Il est beaucoup plus astucieux, beaucoup plus intelligent. Ça commence déjà, alors qu'il vient à peine de se servir de la machine. Et son intelligence est telle que maintenant, il est même capable de pas y penser. C'est-à-dire qu'au début du chapitre, il est là à chaque fois en train de se dire « Oh là là, mais pourquoi je pense à ça? Je suis plus intelligent. » Et à la fin du chapitre, il commence à s'y habituer. Au moment où il s'apprête à sortir du collège, il sort du collège et il fait le tour du bâtiment. Et même s'il est 2 heures du matin, il tombe sur quelqu'un dans la rue, une voiture qui s'arrête à sa hauteur, la portière qui s'ouvre et quelqu'un à l'intérieur qui lui demande de monter. Chapitre 12. Accusé. Quand mon cœur se remit à battre, je m'aperçus que je connaissais le chauffeur de la voiture. C'était le père de Peter Thompson. Monte, répéta M. Thompson. Je vais te ramener chez toi. J'hésitais. Pas parce que je n'avais pas confiance en lui, seulement je voulais pas l'entendre geindre tout le long du chemin sur la disparition de son fils. D'un autre côté, j'étais fatigué, j'avais faim et rentrer chez moi en voiture plutôt qu'à pied me semblait très tentant. Je pouvais bien supporter M. Thompson quelques minutes si ça signifiait retrouver la maison et son frigo au plus vite. C'était surtout au frigo que je pensais, et j'espérais y trouver quelque chose que je pourrais manger sans chercher à savoir si c'était encore vivant. Bien sûr, je n'avais aucune garantie là-dessus. Mon père appelle notre réfrigérateur l'antre de la résurrection parce que ma mère y entasse des tas de choses qu'elle oublie et qu'on découvre 3 mois plus tard, couvertes de végétation spontanée, quand elle ne vous saute pas dessus chaque fois que vous ouvrez la porte. Lorsque papa emploie cette expression, maman lui répond toujours « Écoute Harold, si tu n'aimes pas ça, tu n'as qu'à nettoyer le frigo toi-même. T'as pas les bras dans le plâtre, il me semble. Mais ça pourrait t'arriver un de ces jours si tu te méfies pas. » Chez moi, la vie n'est pas exactement un feuilleton à l'eau de rose. « Alors, qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure de la nuit ?» demandai-je en montant dans la voiture. C'était une question stupide à poser à un adulte à 2 heures du matin, surtout de la part d'un garçon qui aurait dû lui-même être au lit depuis longtemps. Comme toujours, j'avais parlé sans réfléchir. Je le regrettais d'autant plus que la réponse de M. Thompson me parut à la fois effrayante et d'une tristesse terrible. « Je cherche Peter, déclara-t-il. Et je fermai les yeux. Même si ma langue avait tendance à se délier un peu trop vite, j'étais suffisamment lucide pour savoir que je ne pouvais pas lui rétorquer « Regarde les choses en face, mon pote, ton fils s'est enfui dans l'espace parce qu'il ne pouvait pas te supporter. » C'était pas une chose à dire étant donné les circonstances. J'eus beau réfléchir, d'ailleurs, aucun commentaire ne me vint. Je gardai donc ma bouche cousue, la meilleure preuve jusqu'ici que le stimulateur m'avait rendu plus intelligent. Je suis certain qu'il est toujours là, quelque part, reprit M. Thompson en démarrant. Il disait souvent qu'il voulait aller vivre à New York, mais je ne peux pas croire qu'il soit parti si loin. Il est trop sensible pour supporter la frénésie et le bruit de cette grande ville. De plus en plus triste. New York était l'idée que se faisait M. Thompson d'une destination lointaine, alors que son fils se baladait probablement à des milliards de kilomètres de là. « Est-ce que tu sais où il se trouve, Duncan ?» poursuivit-il. « J'ignore pas que tu étais son meilleur ami, parce que tu es le seul qui l'ait jamais invité à passer une nuit à la maison. Dis-le-moi, je t'en prie, dis-le-moi. » Une voiture nous croisa. À la lumière des phares, je vis des larmes couler sur les joues de M. Thompson. « Peter ne m'aimait pas autant que vous le croyez, répondis-je. Il m'a permis de me cacher chez vous parce que j'avais des ennuis, c'est tout. Mon élan de sincérité me surprit moi-même. M. Thompson hocha la tête. « Oui, Peter aurait fait ça, murmura-t-il. C'est un bon garçon. » J'eus envie de demander à M. Thompson s'il avait dit un jour à son fils ce qu'il pensait... Ah, excusez-moi. J'eus envie de demander à M. Thompson s'il avait dit un jour à son fils qu'il pensait que c'était un bon garçon, mais ce n'était pas le moment. Franchement, cela me déplaisait de le voir si triste. Alors, quand il arrêta la voiture devant ma maison, je déclarai « Écoutez, si j'entends parler de Peter, je vous jure que je vous tiendrai au courant. »« Merci, Duncan, » répondit M. Thompson. « Tu es un bon garçon, toi aussi. » J'eus la gorge serrée tout à coup, sans savoir pourquoi. Sauf que personne ne m'avait dit ça auparavant. Lorsque j'entrai chez moi, tout le monde dormait à l'exception de Patrick qui regardait un vieux film à la télé. «
Maman était furieuse parce que t'as pas appelé, m'annonça-t-il. Je haussai les épaules. Maman prétend également être furieuse quand Patrick ne rentre pas le soir. En réalité, je crois que notre absence la soulage. Je montai dans ma chambre et je me mis au lit. Mais je ne m'endormis pas tout de suite. Je contemplais le plafond un bon moment avant de trouver des réponses à des questions que je ne m'étais jamais posées avant de devenir si intelligent. Si je ne savais pas très bien comment prendre M. Thompson, mes professeurs semblaient avoir le même problème avec moi. Cela commença 2 jours après ma deuxième dose de stimulateur de cerveau. M. Black, le prof de maths, me convoqua à l'heure du déjeuner et me dit Monsieur Dougal, je vais vous donner une chance de passer aux aveux. Autrement, je vous expédie chez la directrice sans perdre une minute. Des aveux m'étonnai-je. À quel sujet? Il me fusilla du regard. Monsieur Dougal, je supporte pas qu'on triche. Je veux savoir comment vous avez fait pour obtenir la meilleure note à l'interrogation écrite que je vous ai donnée hier après-midi. Que répondre à ça? Que j'avais réussi mon devoir parce que je venais de stimuler mon cerveau et que j'étais probablement plus intelligent que lui maintenant? Non. L'idée ne paraissait pas très bonne. Je fermai les yeux et réfléchis à toute allure. Euh, J'aborde un nouveau tournant de mon existence, dis-je de mon air le plus innocent. J'avais beaucoup travaillé pour préparer cette interrogation. Je mentais, bien sûr. Je n'avais même pas ouvert mon livre de maths, c'était inutile, mon cerveau savait déjà par cœur tout ce qu'il contenait. À l'expression de M. Black, je vis qu'il ne croyait pas un mot de mon histoire. Je veux la vérité, insista-t-il. Monsieur Black, je n'ai pas triché. Je peux vous le prouver. Donnez-moi un autre problème à résoudre maintenant, tout de suite, et je le ferai devant vous. Vous verrez, j'ai vraiment bûché. Monsieur Black sourit, comme s'il pensait que j'étais tombé sur la tête. D'accord. Asseyons-nous. Je m'assis au premier rang. Monsieur Black se dirigea vers son bureau, saisit une feuille de papier et un crayon. Il griffonna un moment, puis revint poser le papier devant moi. J'eus envie de l'assommer. Le problème qu'il me soumettait était plus difficile que tous ceux de l'interrogation écrite. Il voulait me piéger. Cerveau, pensai-je, ne me laisse pas tomber. À plus.